Bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui explore la parentalité moderne avec expertise, humour et bienveillance. Aujourd'hui, on ouvre le débat avec un invité spécial et deux de nos 9 experts permanents. Ensemble, on décrypte les grands enjeux éducatifs ancrés dans les défis du XXIe siècle. Je suis Solane Bourquillon-Leboiseau, installez-vous, la discussion commence. Et c'est parti avec la présentation des invités. Cette semaine, on parle d'un sujet brûlant. Faut-il interdire les big tech à nos enfants? Et pour en débattre, j'ai réuni un panel d'exception. D'abord, nos deux expertes permanentes, Barbara Meyer, autrice du best-seller J'arrête d'être débordée, spécialiste de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et Barbara a passé 10 ans dans la Silicon Valley, donc elle les connaît bien, les big tech. Bonjour Barbara. Salut tout le monde. Et Sophie Comte, journaliste et cofondatrice de Chute, des magazines qui décryptent le numérique pour les adultes et les ados. Elle vient de publier l'Atlas de la tech que je vous recommande vivement. Bonjour Sophie. Bonjour. Et notre invitée spéciale aujourd'hui, c'est Clara Chapaz, l'ex-ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Clara, tu as un parcours remarquable, diplômée de l'ESSEC d'Harvard. Tu as été directrice commerciale de Vestiaire Collective, directrice de la mission French Tech de 2021 à 2024. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et à 36 ans, tu as été en charge d'un dossier explosif, réguler les géants du numérique tout en développant l'IA française. Tu as d'ailleurs lancé en juillet dernier le plan Oser l'IA, mais aujourd'hui, on va parler d'un autre défi, comment protéger nos enfants face aux big tech. Bienvenue Clara. On entend parler partout que les réseaux abîment la santé mentale de nos enfants. Et c'est un fait, c'est un accélérateur. Ça amplifie le harcèlement, ça crée de l'addiction. Là, on voit arriver les IA génératives. Moi, j'avoue que je suis assez perplexe sur le fait que nos enfants discutent toute la journée avec des amis virtuels, des psys virtuels, voilà. Et je me pose énormément de questions là-dessus. Et donc, comment est-ce que on arrive à trouver cet équilibre par rapport au fait que l'IA, les réseaux sociaux, les big tech sont là et utilisent nos enfants parce qu'en fait, c'est des consommateurs comme les autres pour eux. Le fait qu'aujourd'hui, on voit l'interdiction, par exemple, des réseaux sociaux est plébiscitée à 90% par les parents. Donc, je pense que les parents sont démunis, pas à cause du fait que déjà, ils voient leurs enfants qui passent énormément de temps. On est à 4h11 quotidien passés sur les écrans pour les 31% des enfants de 11-12 ans qui sont inscrits sur au moins un réseau social, alors que comme tu le disais, Clara, l'âge minimum, c'est 13 ans. Donc, comment est-ce que on arrive à trouver le bon équilibre entre interdire ou éduquer et réguler? Et moi, j'aimerais bien, Clara, que tu expliques aussi, parce que j'ai pas mal de gens qui me posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas tout de suite? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par l'Union européenne, et cetera? Et ça, c'est assez flou pour beaucoup de personnes. Et j'aimerais bien que tu expliques aux parents pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par l'Union européenne et de parler avec nos collègues de l'Union européenne pour légiférer sur ce sujet. Je commence peut-être par ça, parce que c'est plus rapide, puis je reviendrai à la première question qui est une question fondamentale, parce qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il faut interdire et protéger et éduquer. Et il faut interdire pour protéger et éduquer pour protéger. Mais pourquoi l'Union européenne? On a fait un choix en 2022, sous la présidence française de l'Union européenne, de se dire il faut qu'on se voit comme une Europe puissante. Et l'Europe puissante, c'est quoi? C'est l'Europe qui a 450 millions d'Européens. En fait, on oublie souvent, mais il y a plus de d'Européens sur Facebook qu'il n'y a d'Américains sur Facebook. Donc c'est un énorme marché. Nous sommes face à des entreprises commerciales. Ça a été très justement dit, Solène, à l'instant. Tu disais, pourquoi est-ce que ces entreprises, elles ne se prennent pas en main toutes seules et elles se disent, on va tout faire en sorte pour qu'il n'y ait pas d'enfants sur notre plateforme? Parce que si je suis une de ces entreprises et que je le fais sur ma plateforme, ma plus grande peur, et c'est
et c'est leur modèle d'affaires. C'est que du coup, les jeunes se déportent sur une autre plateforme. Par exemple, si on dit, je sais pas, Instagram va complètement interdire, aux moins de 15 ans, mais TikTok ne le fait pas. Bah, les jeunes vont aller sur TikTok Ouais. et moi, Instagram, en tant qu'entreprise, je me dis: «Bah, ils vont créer une addiction sur TikTok qu'ils ne créent pas chez moi et donc je n'aurai pas les clients potentiels que TikTok va capter». Puisqu'il n'y a rien de gratuit. Quand on télécharge ces applications en se disant qu'elles sont gratuites, elles ne sont pas gratuites. Mmh. Nous sommes le produit. Parce que le temps qu'on y passe, c'est un temps qui est monétisé pour nous vendre des choses. Et donc, si on ne crée pas cette addiction tôt et qu'on la crée ailleurs, bah, c'est tout autant le chiffre d'affaires que les entreprises perdent. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre ces entreprises. J'ai eu plusieurs fois dans mon bureau des responsables, notamment techniques de très grandes entreprises, très grandes plateformes, et je suis pas là pour pointer du doigt ou citer lesquelles, mais qui m'ont dit, nous, on a des technologies qui permettraient de mieux protéger, de rendre le produit moins addictif, pour les enfants. Mais si, vous ne nous régulez pas, nous ne voulons pas perdre de clients, nous ne voulons pas être les seuls à le faire. Et ils peuvent aller au-delà de Régulez-nous. la protection, hein. Je fais une parenthèse, mais on sait que, par exemple, que Meta est capable d'identifier au moins 3 mois à l'avance si quelqu'un va avoir des pensées, suicidaires et va être en déprime. Juste avec, le scrolling et le type de contenu qu'on est en train de regarder, quoi. Donc Voilà. ils pourraient faire Donc des donc warnings. donc pour réguler, notre force, c'est de dire: «Bah, en fait, on est très, très nombreux et donc si vous voulez venir sur notre marché, c'est l'Europe et donc il y aura nos règles européennes». Donc on a fait cette bascule-là en 2022 en disant tout ce qu'on appelle les très grandes plateformes ont des obligations très fermes, notamment sur la protection des mineurs, d'où ensuite l'obligation de vérifier l'âge. Mais pour avoir du poids, pour peser, pour être fort avec les forts, bah, il faut être puissant. Et pour être puissant, on a dit on met en commun finalement nos 450 millions d'Européens pour pouvoir travailler, faire du commerce, puisque c'est de ça ce dont il s'agit, ce sont des Mmh. entreprises commerciales. Avec les 450 millions d'Européens, et ben, il faut les règles européennes. Et c'est pour ça que ça peut paraître un peu plus long. Je l'ai vécu moi-même, hein, il faut aller convaincre pays après pays, je disais tout à l'heure, le Danemark, très engagé, l'Espagne, on a créé toute une coalition, la Slovénie et cetera, pour pouvoir ensuite aller peser dans les négociations européennes et dire: «Bah, on est tellement nombreux». On avait rassemblé une vingtaine de ministres du numérique, de l'éducation, de la santé avec, l'aide de Catherine Vautrin et d'Élisabeth Borne. Le président de la République s'est engagé lui-même, à convaincre les présidents de tous les pays que j'ai mentionnés, à convaincre Ursula von der Leyen. On est tellement nombreux qu'on veut que la régulation européenne aille dans ce sens-là. Et c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps, parce qu'il y avait une loi qui avait été votée par le Parlement, de façon transpartisane. Tous les groupes étaient d'accord sur cette question de la majorité numérique, mais comme elle n'avait pas été, faite dans le cadre, du droit européen, elle n'avait pas pu être mise en place. Et quand j'ai pris ce dossier, la première chose que j'ai voulu faire, première chose que j'ai dite, quand on a échangé sur ces priorités-là, avec le président de la République dans le cadre de ce qu'il avait appelé le rapport de la commission écran, qui donnait un Mmh. certain nombre de recommandations, dont celle-ci, c'est que je voulais qu'on puisse être sûr que la voie dans laquelle on allait, on pouvait faire en sorte que ça marche. Parce que je voulais pas d'une autre loi où on dit on va faire, mais en fait derrière on ne sait pas faire. Donc il y avait cette question de l'Europe pour que ça fonctionne avec le droit européen, qui nous protège, qui nous donne ce pouvoir. Et puis il y avait la question technique des solutions de vérification d'âge. Et là encore, ne nous enfermons pas dans des choses absolument factices qui seraient de dire qu'on ne sait pas faire la vérification d'âge quand on sait faire exactement ce que Solène, tu viens de rappeler, l'identification de comportements en avance, Mmh. la perversion de ces algorithmes de publicité extra ciblée qui nous rendent addicts. Donc la vérification d'âge, c'est pas un enjeu technologique, c'est un enjeu de volonté et donc c'est un enjeu de politique. Et alors aujourd'hui, on en est où? Est-ce que Alors depuis le 14 juillet, dans, le droit européen, on a la possibilité de le faire en droit Mmh. national, donc la voie est libre. C'est un OK. des dossiers que j'ai mis tout en haut de la pile, d'Anne Le Henaf, la ministre, du numérique, qui est arrivée il y a quelques semaines et j'espère bien qu'on ira au bout. Le président de la République a réuni, des scientifiques, des experts, du monde associatif, des élus, il y a une semaine à peine, pour voilà relancer la mobilisation collective sur ce dossier-là. Parce que ça me permet de refaire le lien avec la première question, interdiction ou protection. Bien sûr que ou éducation, pardon. Bien sûr que c'est les 2. L'interdiction, elle est nécessaire parce que sans interdiction, sans réglementation, les entreprises ne Ne bouge pas. continueront que d'optimiser pour leur propre objectif, c'est-à-dire l'objectif commercial. C'est pas des entreprises qui veulent protéger les enfants, c'est des entreprises qui font du commerce.
Et 2, ça ne suffit bien sûr pas. J'aime bien l'idée de la charte, j'aime bien, toutes ces choses-là que j'ai vues aussi dans beaucoup de conseils municipaux des jeunes, qui se mobilisent eux-mêmes parce que, interdiction ou pas, il y a quand même, une question d'éducation, de rappeler aux enfants, mais aux adultes aussi d'ailleurs, que ce qui se passe en ligne, c'est la vraie vie et Oui. donc ça doit venir avec de l'éducation. Et de toute façon, les enfants le plébiscitent aussi, hein, parce que, j'ai reçu aussi, la directrice communication, d'Academia qui a fait une enquête sur ce sujet-là au mois de septembre et en fait, c'est, 75 des enfants préféreraient aussi une interdiction, de TikTok, Bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, ils voient qu'ils n'arrivent pas, en fait, arrêtez. à arrêter. Et Oui, donc les enfants le plébiscitent autant, enfin presque autant que les parents, puisque les parents c'est 90. Donc j'ai envie de dire tout le oui, monde est un peu d'accord sur le sujet, hein. les enfants, ils disent, «Si j'avais la garantie que mes copains sont pas dessus, bien sûr que je préférerais pas y Mmh, mmh mh. et Ouais. les parents, ils disent, que c'est devenu le sujet numéro un de conflit dans les familles et je pense qu'on le vit tous chez nous et si on renverse un peu la table et qu'on dit: «Il y a une règle qui est la même pour tout le monde», comme les cigarettes, comme l'alcool, comme la conduite et que du coup, le parent est plus dans le rôle de l'éducateur de: «Pourquoi cette règle?» J'explique, j'accompagne, je montre, je montre mes propres réseaux sociaux. En fait, on recrée du lien dans la famille, du lien positif autour de cette technologie, là où aujourd'hui le parent n'est que dans le rôle, de l'interdiction, du conflit, et c'est est complètement démuni. Mmh. C'est Et c'est sûr. possible, hein. Moi, je donne souvent enfin l'exemple, moi, par exemple, je fais, avec, enfin, il y a que mon aîné, hein, qui a droit, enfin, il a que YouTube. Il veut pas aller sur TikTok. Il ne veut pas aller sur Instagram, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de discussions d'éducation et cetera et on fait, notre temps d'écran le dimanche soir, pour qu'il voit que c'est aussi bien difficile pour moi que pour lui et régulièrement aussi, on se partage nos fils d'actualité parce que moi, j'ai envie de voir un petit peu, dans quel univers il est, qu'est-ce qu'il regarde et cetera. Et je pense qu'il y a un énorme enjeu de lien et de discussion et c'est aussi un peu pour ça, moi, que j'ai, créé ce podcast, c'est que les parents s'intéressent à ce qu'il y a dans l'écran des enfants. Quels sont Mmh. Bien sûr, hem, les, hem, les influenceurs qui suivent, qu'est-ce qu'ils regardent et parce qu'il y a aussi plein de super choses qu'ils peuvent bien regarder. sûr et là-dessus, je trouve qu'on marche aussi complètement sur la tête parce il y a un enfant sur 5 qui se réveille la nuit pour vérifier ses notifications sur son téléphone. C'est fou, qui se réveille la nuit. Alors en tant qu'adulte, je suis sûre qu'on est aussi très nombreux, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils dorment avec leur portable. Donc on les laisse dans leur chambre avec leur portable Mmh. et l'analogie que je fais souvent, c'est de dire: c'est un peu comme si, ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous laissiez votre ado aller se balader dans la rue en bas de chez vous tout seul. Et puis, il fait tout noir, il y a pas de surveillance, il y a rien et puis au premier croisement, il va rencontrer, un pédocriminel. Au deuxième croisement, il va rencontrer, quelqu'un qui va lui expliquer comment se scarifier. À celui d'après, une horde, de gamins de l'école, qui vont lui dire qu'il est moche, bête, et qu'il ferait mieux de se suicider et puis ça, on le laisse faire toute la nuit, sans se soucier une minute de ce qui se passe, derrière son écran et en fait, ce soir, quand vous allez laisser votre fille, votre garçon, dans sa chambre avec son portable, c'est exactement ce qu'on le laisse faire. Mais la règle numéro un en ce moment qui est beaucoup martelée par, l'association internationale, des, pédiatres, neuropsy et cetera, c'est règle numéro un, pas d'écran dans la chambre le Mmh. soir. Ouais. Non, mais bien Donc sûr. ça, enfin, c'est les parents qui nous écoutent, si vous avez une seule chose à mettre en place, c'est tout le monde laisse son écran, dans, l'entrée, les parents comme les enfants, le soir. Moi, il y a un autre sujet dont j'aimerais qu'on parle un petit peu, c'est, les IA génératives parce qu'on voit une explosion, de l'usage des IA génératives et pas juste ChatGPT pour m'aider à faire mes devoirs, hein, mais vraiment d'agents conversationnels. Avec, mon meilleur ami, ça va devenir une IA, je me sens pas bien, je parle avec une IA et j'ai l'impression que sur ce sujet, pour l'instant, il y a pas trop de, législation, et donc moi déjà, Clara, j'aimerais avoir ton avis sur, l'usage des agents conversationnels par les moins de 18 ans. Et puis après on laissera Sophie et Barbara, ajouter des choses si elles ont des choses à dire sur ce sujet.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur, la technologie avance tellement vite et puis le politique essaye ensuite d'encadrer et là, je trouve qu'on a une opportunité, de pas faire les choses à l'envers. Mon engagement en tant que responsable politique, c'est de dire: «En fait, le film, on l'a déjà vu avec les réseaux sociaux. Mmh. On a attendu tellement longtemps pour se soucier du problème et l'explosion, des troubles de santé mentale, déficit d'attention, les impacts même, je veux dire, sur l'apprentissage». J'avais fait faire une étude sur l'impact des réseaux sociaux sur, le PIB de la France, pour convaincre, les personnes qui peut-être regardaient ça d'un point de vue plus économique. C'est Mmh. 3 points de PIB d'ici 2030, dont les 2 tiers, c'est le fait qu'on nourrit des générations d'enfants, qui, ont beaucoup plus de difficultés à apprendre des compétences les plus basiques parce qu'ils ne savent plus se concentrer, parce que, l'impact des réseaux sociaux sur leur vie, diminue leur capacité cognitive. Enfin, c'est quand même dramatique. C'est non seulement une question de santé mentale, mais une question de développement tout court. Mmh. Et donc ne refaisons pas le match sur l'IA générative. N'attendons pas 15 ans pour se Mmh. soucier de ce problème. Alors oui, c'est difficile parce qu'il y a pas vraiment de recherche. J'avais réuni beaucoup de scientifiques, ceux du rapport, du fameux, rapport écran, Servan Mouton, Amine Benhamina. À la recherche Hem, perdue. exactement. Mais aujourd'hui, il y a moins de recul vu que la technologie c'est déversée, a été adoptée si vite. Il a fallu 20 ans pour qu'un Français sur 2 ait un ordinateur portable. Il a fallu 2 ans pour qu'un Français sur 2 utilise l'IA générative, les chatbots au quotidien. Donc la vitesse est telle qu'on est forcément un peu en train de courir derrière. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de mesures préventives. Dans le cadre du règlement sur l'intelligence artificielle, il y a quand même des obligations, des modèles, mais est-ce que ça va assez loin? Est-ce qu'on est assez clair sur ce qu'on attend des entreprises? Je ne crois pas. Et clairement, il y a tout un travail, qu'on avait impulsé avec ce groupe de chercheurs, de réflexion, de ce qu'on peut faire et ça aussi, on a le G7 en France, qui arrive, la présidence du G7, l'année prochaine. Je pense que ça sera aussi un moment de mobilisation internationale pour se dire, qu'est-ce qu'on attend sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on veut que les entreprises puissent mettre en place pour enclencher, ces discussions et cette régulation? Ouais. Bah, moi, je suis extrêmement mitigée sur le sujet. Je suis encore en train de lire et parce que moi, mon premier avis, ce serait de dire, on ne peut pas, laisser, une IA générative qui est là juste pour décrypter des mots et qui est un outil, parler d'émotions et de sentiments qui, pour moi, doivent vraiment être relégués à l'humain. Néanmoins, j'ai regardé la semaine dernière, le reportage d'Arte sur, les psys avec l'IA et en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une explosion telle de la dégradation de la santé mentale qu'on n'a pas assez d'humains pour parler, avec les humains et donc le fait d'avoir des IA qui vont parler à ces humains qui se sentent pas bien, permet de repousser des passages à l'acte et cetera parce qu'on a, donc en fait, on est dans un, dans un choix, cornélien où, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse des personnes se sentir pas bien alors qu'on aurait des solutions? Mais d'un autre côté, pour moi, une machine n'a pas à parler d'émotions parce qu'elle Mais n'en c'est est touj pas capable. c'est toujours la question de l'outil et de comment on utilise l'outil. Mmh mh. L'outil est formidable, je veux dire, l'outil peut permettre en effet d'avoir, des premières réponses aux questions qu'on se pose, y compris les plus intimes, d'avoir de la personnalisation de l'apprentissage. Je parlais de l'impact des réseaux sociaux sur la capacité d'apprentissage. L'IA, c'est aussi pouvoir apprendre pour une personne, un enfant, les maths à sa manière, à son rythme, avec un professeur personnalisé qui coûte bien moins cher que d'avoir un professeur personnalisé dans toutes les familles. Donc il faut, comme d'habitude, avec la technologie, un peu dissocier le pouvoir de la technologie elle-même et l'usage qu'on en fait, encadrer l'usage, je pense, plutôt qu'encadrer la technologie. Sophie, Barbara, ça vous évoque des choses là, ces Bah, utilisations de l'IA où on a vu que ça pouvait aller très, très loin? Parce que je rappelle juste aux États-Unis, on en a parlé il y a 3 épisodes, il y a quand Ouais, même 2 enfants, hem, ouais, qui se un qui sont s'est ouais. suicidé et l'autre qui a essayé de tuer ses parents, parce que les IA leur avaient dit de le faire, quoi. C'est pour ça que ChatGPT a mis en place le contrôle parental récemment. C'est Mmh mh. ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que, il y a beaucoup de jeunes, hein, qui se tournent vers ces outils-là, en tant que psy, en fait et c'est extrêmement bien fait, hein. C'est vrai qu'en fait, comme, ChatGPT et tous ces outils-là sont là pour créer la conversation,
Alors, ils te relancent systématiquement et en s'adaptant à, ce que tu ressens et cetera. C'est très, très bien, incroyable quand même. Mais, le problème, c'est effectivement ces jeunes qui sont en détresse aujourd'hui et qui se sentent, seuls, vont peut-être plus facilement se tourner vers ces outils qui sont accessibles, hyper facilement, plutôt que de dire: «J'aurais besoin de voir un psy» ou j'en sais rien et ça peut être une aide sur le moment, mais ça peut peut-être aussi renforcer une forme d'isolement, social qui est déjà là et qui peut l'amplifier. Parce que, en plus, ChatGPT et enfin tous les modèles de langage, ils fonctionnent, sur le principe que comme c'est de la conversation ne s'arrête pas, en fait. Ils sont toujours là pour te relancer. Donc quelque part, on a aussi un peu une amorce d'économie de l'attention là, parce qu'on est un peu piégé par ça. Mmh mh. On se retrouve, coincé à on répond quelque chose et puis, ChatGPT relance et cetera et donc finalement, bah, on va rester, avec des outils comme ça plutôt que de consulter un psy ou de parler à ses amis et c'est là où probablement ça pose question, quoi. Alors sur le plan psy, après il y a l'aspect aussi, éducatif où effectivement les jeunes, ils se sont rués là-dessus. Pour l'instant, bah, il y a, des cours, qui ont été lancés là pour les secondes, mais il y a absolument rien qui est fait sur l'IA pour les collégiens et collégiennes qui sont en fait Ouais. les premiers utilisateurs et utilisatrices en ce moment. Et là, c'est vrai qu'il y a enfin, si légiférer c'est long, je pense qu'en termes enfin, au niveau éducatif, on peut faire quelque chose rapidement. Ouais. Et ça me Alors, il y a quand même des cours pour les 4e et les secondes depuis cette année. oui, pour les 4e aussi, effectivement, c'est vrai. Mais Du est-ce que c'est assez tôt? Je suis d'accord, la Bah, question de dès la l'éducation 6e, sur hein. ces outils Ils est utilisent, est est ouais, ils les utilisent tout de importante. suite et Mmh. après, bah, il y a tout le souci de, quand même, ces outils sont pas fiables. Alors pareil, ils sont extrêmement puissants, c'est incroyable de les utiliser et cetera. On peut en faire des choses vraiment géniales, mais ils sont pas fiables et il faut avoir de l'esprit critique. Bien Il sûr. faut avoir, la capacité, avoir la maturité aussi pour savoir que en fait, l'information qu'ils me donnent, ah peut-être, elle n'est pas juste et il faut que je la vérifie. Mmh mh. Et donc ça aussi, c'est vraiment, ces outils comportent des biais, quoi. Si on n'explique pas tout ça, Oui on et se puis retrouve, j'ajoute, il faut bien garder en tête, hein, par rapport à tous ces nouveaux outils que tous les ce que j'appelle le bro club de la Silicon Valley, ils ont tous en fait d'abord on va, et d'ailleurs, il y a un reportage, de Mark Zuckerberg qui explique très bien ça. Il est devant des étudiants et il dit: «On teste, on balance et après on voit les dommages collatéraux». mmh, Et c'est Mmh. exactement le cas avec leur nouvel outil, d'IA où on s'est rendu compte au mois de septembre qu'il y avait des discussions, à caractère sexuel avec des jeunes, très, très jeunes, qui étaient faites, avec leur nouvelle IA de conversation et en fait, eux, ils testent et ils verront après les dommages collatéraux et ce n'est pas grave. Donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté, faut bien garder en tête qu'il n'y a aucun garde-fou pour nos enfants. Aucun. Parce que c'est le propre de la Silicon Valley et de la création, Mmh. et de l'innovation. Donc on peut pas, c'est l'essence même et l'ADN de la Silicon Valley. Donc on peut pas leur enlever ça. Et ce que disait Clara très justement, c'est que l'État est tellement lent, mais entre l'État et nos enfants, il y a nous. Et je pense que nous, on est le premier garde-fou actionnable parce que nous, on suit. Donc il y a un peu d'éducation des parents. Je veux dire, là, on parle d'Instagram et de WhatsApp, mais à Noël, vous allez voir, vos enfants, ils sont plus sur Instagram, ils sont sur Vibes, ou ils sont sur Sora. Enfin, ça va tellement vite que en fait, on ne maîtrise comment l'État peut maîtriser un truc que nous-mêmes parents, qui sommes au quotidien avec eux, avons du mal à suivre. Tu vois, Sophie, elle parlait des groupes WhatsApp et des comportements et de l'adaptabilité à laquelle ils ont pris WhatsApp, qui est notamment un réseau, enfin pas un réseau social, mais un média de communication confidentiel normalement, tu vois, où les messages sont cryptés, etc. Là, aujourd'hui, ils en font eux-mêmes l'usage qu'ils en font. Ils l'ont adapté à leur mode de vie. Donc, leur mode de vie s'adapte à, à leur façon de faire, d'apprendre, etc. Plus, on rajoute de la technologie qui va tellement vite et qui change tous les 3 mois. Encore une fois, moi, je pense que Instagram enfin, c'est plus, enfin, ça sera même plus un problème dans peu de temps, parce que le problème qui arrive, c'est que là, il faut aujourd'hui, on avait du contenu que l'on voyait. Aujourd'hui, il va falloir qu'on les aide à comprendre, à contrôler et à digérer les contenus qu'ils peuvent créer, qu'on leur propose de créer,
et qui peuvent corriger à l'infini. Donc le scroll dont on parle d'Instagram jusqu'à maintenant, on n'a pas fini de le voir sur nos enfants avec, encore une fois, Vibe sera les shorts. YouTube vient de sortir sa version de shorts média où tu peux créer du contenu en shorts. Les créateurs de contenu vont être multipliés par autant de personnes qui utilisent l'IA et qui ont un téléphone dans les mains. Bon, Peut-être pour pas finir sur une note trop défaitiste du rôle de l'État, je pense que l'État doit absolument rester mobilisé, comprendre ces technologies, comprendre l'impact sur nos enfants, mais pas que d'ailleurs, l'IA sur l'emploi, sur l'éducation, sur la société, la diffusion de l'information, et mettre le cadre et mettre des règles très fermes pour faire société dans un monde avec nos valeurs. Voilà ce qu'on attend de ces entreprises technologiques et de l'usage de ces technologies. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. C'est parce qu'on a le cadre que le problème est réglé. Et donc, la question de l'éducation est aussi d'ailleurs une grande partie le rôle de l'État, mais pas que. Et d'embarquer les scientifiques. Ça, je pense, qui est intéressant dans la démarche qui a été entreprise avec le rapport de la commission écran. C'est finalement chacun a un rôle à jouer. Le président de la République parlait la semaine dernière d'un mouvement de résistance. Le mouvement de résistance, il s'organise à la fois avec les pouvoirs publics, à la fois avec la société civile, à la fois avec les scientifiques, à la fois avec les parents, à la fois avec les enfants eux-mêmes. Je pense que chacun a un rôle à jouer. Mais il ne faut pas donner le sentiment que face à des entreprises trop grosses, trop rapides, l'État ne peut rien faire. Ça, je pense que c'est vraiment pas juste, pas juste au sens pas correct. Les entreprises aimeraient laisser penser ça, parce que ça les arrange, parce qu'elles n'ont pas envie de régulation, elles n'ont pas envie de payer des amendes, elles n'ont pas envie. Mais justement, n'oublions pas qu'on est très nombreux en Europe et on a notre vision du monde et que c'est le rôle de l'État d'imposer cette vision du monde et de la faire respecter. Eh ben, merci Clara. Ça va nous permettre de conclure le débat. Et donc, qu'est-ce que moi j'en retiens, c'est que les réseaux sociaux amplifient le harcèlement de manière dramatique et que il va falloir quand même essayer de légiférer pour que les plateformes fassent le job face aux mineurs. Que les IA génératives, c'est un nouveau défi. Elles nous ouvrent la possibilité incroyable, mais aussi des dangers inédits pour nos enfants. Il faudra certainement réguler avant qu'il soit très tard. Et que la solution à tout ça, c'est ni l'interdiction totale, ni le laisser-faire. C'est un mix de régulation, d'éducation précoce au numérique, de formation des enseignants et d'accompagnement des parents. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.